Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Papin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 30 octobre au 5 novembre. Nous commençons cette semaine avec la Société du patrimoine SOPABIC qui vous invite du 26 octobre au 5 novembre à vous replonger dans l'univers de la mode des années 1900 à 1960 à travers l'exposition photographique à la mode de chez nous. Des habits du dimanche aux tenues négligées de la classe paysanne, en plus de quelques pièces de vêtements mémorables, l'exposition vous propose un saut dans le temps à ne pas manquer. Dans cette exposition originale, la SOPABIC brosse un portrait des différentes tendances vestimentaires adoptées par les habitants du territoire laurentien et offre une immersion dans les habitudes de vie et le climat social qui régnaient durant la première moitié du 20e siècle. L'exposition est présentée à la salle Alphonse Desjardins, située dans l'Hôtel de Ville de Mont-Tremblant. L'entrée est libre et gratuite. Fondée en 1999 par un groupe de citoyens, la Société du patrimoine SOPABIC a comme mandat de garder bien vivant pour les générations futures l'histoire et les souvenirs des ancêtres de la région. L'organisme a plusieurs réalisations à son actif, notamment des conférences, des livres, des visites guidées et des expositions qui mettent en valeur la richesse du patrimoine. La Ville de Mont-Tremblant est fière de dévoiler la programmation Première Scène 2024 qui promet une année empreinte d'émotions, de rencontres mémorables et de prestations uniques à ne pas manquer. 15 artistes de la scène musicale et de l'humour provenant des 4 coins de la province vous donnent rendez-vous, certains en formule debout dans l'ambiance feutrée de la salle de spectacle de l'église du village. Consultez la programmation à villedemonttremblant.qc.ca/première scène et réservez vite vos billets avant que les spectacles n'affichent complet comme en 2023. Après 3 albums et des années de tournées mouvementées, Matt Holubowski livre sur scène son 4e opus sorti en mars 2023, Like Flowers on a Molten Lawn, comme une renaissance au printemps résultant d'un regain d'amour, d'énergie et d'espoir pour la vie et la musique. L'auteur, compositrice et interprète Elissa Pi fait résonner la culture inuite avec finesse en conjuguant modernité et tradition. Son spectacle Inuktitut met en lumière la sensibilité de l'artiste Inuk sur des classiques pop des années 60 à 90, traduits dans sa langue maternelle. Ingrid Saint-Pierre dévoile une facette plus ancrée de sa poésie avec son nouveau spectacle intime et doux, Reine. Plus assumée, frontale et sans détour, elle raconte et invente la beauté qui pétille comme feu de Bengale sur un gâteau d'anniversaire. Après 2 spectacles à succès, l'humoriste Karine Levac remonte sur scène, fidèle à elle-même, vive, sarcastique, tranchante, portant un regard décalé sur la réalité. Son humour pince sans rire et intelligent garantit une soirée des plus réussies. Le concert Échappé à la nuit marque le retour sur scène du duo Les Sœurs Boulay, où elles se lancent dans un virage légèrement plus électro. Plus en mouvement que jamais sur scène, elles déploient leur vieux succès dans l'écrin d'un son renouvelé. Avec son virage de DJ à auteur-compositeur-interprète, Robert propose une musique festive et audacieuse, quelque peu hétéroclite sur des mots empreints de transparence et de vulnérabilité. Retrouvez Pierre Flynn seul en scène, en tête-à-tête et en cœur à cœur dans un spectacle marquant plus de 50 ans de vie artistique. Avec Sur la route, l'auteur-compositeur voyage en toute liberté par les sentiers tantôt familiers, tantôt plus discrets de son parcours, à travers des confidences et des souvenirs d'où s'échappe sa voix et sa poésie. Pour célébrer plus de 2000 concerts sur 4 continents et un 11e album en 20 ans, la formation folk trad Le Vent du Nord s'arrête à Mont-Tremblant. Récipiendaires du Félix de l'année traditionnel, les 5 chanteurs multi-instrumentalistes invitent leur public à découvrir des pièces de musique traditionnelle québécoise qui touchent le cœur depuis 20 ans. Vous avez aimé votre fin de soirée lors de la dernière fête nationale? Allez danser à nouveau avec le célèbre DJ Millimétrique et ses amis électro sur leur rythme house, disco, soul et danse. Nourri par le voyage, la photographie et le cinéma, le vétéran de la scène électronique québécoise promet une soirée électrisante jusqu'aux petites heures du matin. Pour son spectacle Zayon, l'artiste Fouki fusionne les genres et fait danser les corps sur un rythme bien à lui dans un humour décalé.
Ping Pongo est le projet de musique instrumentale du pianiste Vincent Gagnon et du batteur P.E. Baudouin que vous avez pu voir en accompagnement d'Hubert Lenoir, Lou Adriane Cassidy, Keith Kuna, Tire le Coyote, Ariane Roy et Gabriel Schank pour ne nommer que ceux-là. Inspiré par le jazz rock, la musique de jeux vidéo vintage et le rock alternatif, le groupe transcende son énergie et une adolescence tardive dans une musique immature et décadente. Avec leur premier spectacle en français sous le nom de Frais Dispo, les musiciens de Foreign Diplomats proposent des sonorités teintées d'influences alt country et des envolées musicales qui sauront plaire. Le groupe montréalais Comment de bord débarque à Mont-Tremblant avec un spectacle rock décontracté et rassembleur. Sans compromis sur le groove, la bande explore les textures chaleureuses de la musique des années 70 en y apposant des textes poétiques attachants. Une ambiance festive qui se termine sur le plancher de danse. La population de Mont-Tremblant est invitée à participer à une activité de plantation d'arbres les 31 octobre, 1er et 2 novembre 2023 dans le but de reboiser un terrain vacant situé à l'entrée sud de Mont-Tremblant, entre le carrefour giratoire à l'angle de la route 117 et de la rue Siméon et la montée Cavana en face du Tim Hortons. En vue de préparer cette activité, la Ville effectuera des travaux de préparation du sol par labour à compter du 30 octobre. Aucun impact sur le réseau routier ou la circulation n'est anticipé. Organisé conjointement par le Service des travaux publics et le Service de l'environnement et du développement durable et en collaboration avec Arbre Évolution, ce projet de plantation participatif s'inscrit dans le cadre du programme de reboisement social mené par Arbre Évolution. Il a pour but de générer des initiatives citoyennes de reforestation qui seront bénéfiques pour les communautés et leur environnement. 6 plages horaires sont disponibles pour l'inscription des bénévoles le mardi 31 octobre, mercredi 1er novembre et le jeudi 3 novembre de 8h30 à midi et de 13h à 16h. Pour vous inscrire, transmettez un courriel à environnement@ville-de-mont-tremblant.qc.ca en mentionnant les noms des participants ainsi que la ou les plages horaires désirées. Notez que chaque plage horaire contient un nombre de places limité. Suite à la réception de votre demande d'inscription, le Service de l'environnement et du développement durable vous contactera par courriel pour confirmer la plage horaire qui vous a été assignée. Toutes les personnes inscrites recevront des instructions en début d'activité. Des gants de travail et des pelles seront disponibles en quantité limitée. Il est donc recommandé d'apporter ses propres outils de plantation et un dossard de sécurité si vous en avez un. Pensez à prévoir vos rafraîchissements et vos collations pour la durée de l'événement. Les enfants sont les bienvenus, mais doivent être accompagnés d'un adulte. L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps. La ville de Mont-Tremblant et la commune de Châtel, située dans les Alpes françaises, sont jumelées depuis 1990. Dans le cadre de ce jumelage, une entente entre Châtel et Station Mont-Tremblant offre aux Tremblantois la possibilité de skier gratuitement à la station Les Portes du Soleil. Afin d'offrir à la population la chance de profiter de ce privilège, la Ville organise un voyage de ski à Châtel du 22 au 31 mars 2024 en collaboration avec Club Voyage Mont-Tremblant. Les inscriptions sont réservées en priorité aux résidents de Mont-Tremblant. Le tarif préférentiel inclut une passe de ski gratuite à la station Les Portes du Soleil. Les non-résidents peuvent s'inscrire sur une liste d'attente. Les places restantes seront attribuées par ordre d'inscription à compter du 1er décembre 2023. 40 places sont disponibles, un minimum de 30 personnes est requis. Pour réserver votre place, communiquez avec Mme Joanne Saint-Louis du Club Voyage Mont-Tremblant à joanne.stlouis@clubvoyage.com ou au 819-425-3766. Le forfait inclut le vol aller-retour Montréal-Lyon, la navette aller-retour entre l'aéroport de Lyon et l'hôtel, 8 nuitées d'hébergement à l'hôtel Le Castellan, les petits déjeuners et soupers sont inclus. Également inclus sont les taxes de séjour françaises. Pour information, contactez Mme Chantal Blanchette à cblanchette@ville-de-mont-tremblant.qc.ca ou au 819-425-8614. Revenez-nous après la pause.
Le conseil municipal de Saint-Sauveur a adopté le mois dernier un nouveau règlement régissant la distribution d'objets de plastique à usage unique sur le territoire de Saint-Sauveur. Abrogeant le règlement précédent relatif à la distribution de sacs d'emplettes dans les commerces de détail qui avait été adopté en 2019, le nouveau règlement a pour but de contribuer significativement à la diminution de la pollution causée par le plastique. Visant tous les commerces de détail, les restaurants et les événements, le règlement interdit d'offrir, de distribuer ou de mettre à la disposition des consommateurs les objets de plastique à usage unique suivants: les sacs d'emplettes, assiettes, bols, contenants, couvercles, tasses, verres, bâtonnets, pailles et ustensiles. Les objets de plastique visés incluent ceux en plastique oxo-biodégradable, oxo-fragmentable, biodégradable et compostable. Outre cette interdiction générale, certaines exceptions s'appliquent pour les sacs d'emplettes réutilisables, les sacs composés de plastique utilisés à des fins d'hygiène pour contenir des produits alimentaires tels que la viande, la volaille ou le poisson, les sacs en plastique distribués par un établissement commercial offrant le service de nettoyage à sec, les sacs de plastique contenant du matériel publicitaire dans le cadre d'une distribution porte-à-porte, les emballages industriels et sacs de plastique compostables utilisés pour la disposition des résidus alimentaires et des excréments d'animaux dans les bacs et conteneurs de collecte sélective prévus à cet effet. Afin de permettre aux commerçants de s'adapter aux exigences du nouveau règlement, la Ville instaure une période de transition qui a débuté le 16 octobre et se terminera le 21 avril 2024. Ainsi, dès le 22 avril 2024, les commerçants ne pourront plus distribuer les objets de plastique à usage unique définis dans le règlement municipal. Tout au long de la période de transition, le service de l'environnement et du développement durable de la Ville, en collaboration avec l'agent en gestion des matières résiduelles de la MRC des Pays d'en Haut, offrira un service d'accompagnement gratuit aux commerçants et ce, pour les aider à trouver des alternatives au plastique à usage unique. Les commerçants qui le souhaitent pourront notamment bénéficier de rencontres individuelles pour les soutenir dans cette transition. De plus, la Ville a mis en ligne une section dédiée au nouveau règlement et aux alternatives écologiques. Comme le souligne M. Jacques Gariepi, maire de la Ville de Saint-Sauveur, la Ville a déjà fait un bon bout de chemin avec l'interdiction des sacs en plastique en 2019 et le conseil municipal se réjouit que la majorité des commerçants aient déjà adhéré à ce mouvement. Il ajoute qu'en 2023, interdire la distribution des objets de plastique à usage unique va de soi afin de contribuer directement à la diminution de la pollution causée par le plastique, réduire les matières résiduelles enfouies et contribuer à la diminution des gaz à effet de serre. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du règlement, les demandeurs sont invités à joindre les services de l'environnement et du développement durable. Pour bénéficier d'un accompagnement, les commerçants peuvent remplir les formulaires disponibles sur le site Web de la Ville. La Ville de Saint-Sauveur est heureuse d'annoncer l'amorce du projet de reconstruction de son skatepark situé au parc John H. Molson. Ce projet de reconstruction devenait un incontournable, considérant la désuétude de l'installation actuelle datant de près de 20 ans et qui avait subi des travaux de réfection partielle en 2015. D'ailleurs, pour l'alimenter dans sa réflexion, la Ville a organisé une rencontre consultative en mai 2021 auprès de 75 usagers de son skatepark. L'objectif était de sonder les désirs et les propositions de ces derniers. À l'issue de cette rencontre, plusieurs éléments ont été relevés, lesquels se retrouveront dans le nouvel aménagement. Le projet totalisera un montant de 1,6 million de $, lequel sera financé ainsi: 888 000 $ par règlement d'emprunt, 384 000 $ par surplus accumulé et 366 000 $ par une contribution financière gouvernementale. Cet investissement permettra de remplacer la surface d'asphalte par du béton lisse, qui est davantage sécuritaire pour le roulement et dans le cas de chute. Les différentes lignes de circulation ainsi que la grande variété de modules permettront une pratique stimulante, favorisant la progression. Soulignons que la conception de l'espace a été réalisée en concertation avec des usagers locaux, et ce afin de répondre aux besoins et aux différents niveaux de maîtrise des planchistes et des utilisateurs de trottinettes de tous âges. Les travaux de reconstruction débuteront dès l'automne 2023 et se déploieront en 3 phases: la démolition, les travaux de bétonnage et les travaux d'aménagement. L'ouverture officielle est prévue au courant de l'été 2024 et c'est à ce moment que la population découvrira la nouvelle infrastructure à la fine pointe de la modernité, dont la superficie totalisera 1140 mètres carrés.
Comme le souligne le maire de la ville, M. Jacques Gariepi, la ville a consulté les jeunes et les a écoutés. Il ajoute que ce projet de reconstruction du skatepark était dans les cartons de la ville depuis le début de l'année 2021 et que les travaux qui seront réalisés permettront d'offrir des installations mieux adaptées à la pratique de ce sport et hautement sécuritaires pour les quelques 15 000 utilisateurs annuels. La ville de Saint-Sauveur et la Chambre de commerce et de tourisme de la vallée de Saint-Sauveur sont heureuses d'annoncer leur programmation d'activités pour l'Halloween qui se déroulera beau temps, mauvais temps, les 28 et 29 octobre et le 31 octobre 2023. Petits et grands sont invités à participer aux différentes activités offertes lors de ces journées de festivités. Voici donc un aperçu de la programmation. Le samedi 28 octobre de 16h à 20h et le dimanche 29 octobre de 10h à 14h dans les sentiers du parc John H. Molson, les fervents d'Halloween de tous âges sont invités à découvrir le parcours hanté et animé par une bande de pirates. Le défi, résoudre les différentes énigmes afin de découvrir le trésor caché. Aucune inscription est requise, l'entrée est libre. Le mardi 31 octobre 2023 de 16h à 19h sur la rue principale, l'avenue de la Gare et au parc Georges Filion. Rendez-vous au cœur du village pour récolter des bonbons dans les différents commerces et kiosques. Pour assurer la sécurité des participants, les rues suivantes seront fermées à la circulation automobile et ce, dès 15h30. La rue principale entre les avenues Lafleur et de l'Église, l'avenue de la Gare entre le chemin Jean-Adam et la rue principale, l'avenue Filion entre les rues principales et Léonard. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de cette programmation, communiquez avec la Chambre de commerce et de tourisme de la vallée de Saint-Sauveur au 450-227-2564 ou avec le service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Saint-Sauveur. Depuis quelques semaines, les abonnés de la Bibliothèque de Saint-Sauveur ne reçoivent plus d'appels téléphoniques pour les informer de l'échéance imminente d'un prêt ou d'un abonnement ou de la disponibilité d'une réservation. En effet, ces avis de courtoisie sont dorénavant envoyés par courriel, sauf circonstances exceptionnelles. Afin que ces derniers se rendent à bon port, les abonnés doivent vérifier que l'adresse courriel inscrite dans leur dossier est valide sur le site Internet de Ma Biblio à moi. Si aucune adresse courriel n'est présente, il leur est possible d'en faire ajouter une en se présentant au comptoir de la bibliothèque. Il est également à noter que les changements suivants sont en vigueur. La durée d'un prêt est maintenant de 4 semaines. Un même prêt peut être renouvelé 2 fois. Le délai pour récupérer une réservation est de 5 jours ouvrables. Pour de plus amples renseignements à propos de ces nouveautés, communiquez avec la bibliothèque municipale par téléphone au 450-227-0000 au poste 2141 ou par courriel à bibliothèque@vss.ca. Vous pouvez également consulter la page bibliothèque du site Internet de la ville de Saint-Sauveur. Prévost devient la première ville au Québec à adopter un règlement sur la décarbonation. L'usage du gaz sera réglementé dans les nouveaux bâtiments de son territoire à compter du 31 décembre 2023. La ville innove encore une fois en matière de protection de l'environnement en devenant la toute première au Québec à adopter un règlement visant la décarbonation des bâtiments de son territoire. Dans le but de réduire l'émission de gaz à effet de serre, cette réglementation limitera l'usage du gaz propane et naturel dans les futurs bâtiments résidentiels et institutionnels de la municipalité, et ce, à compter du 31 décembre. Il sera alors interdit d'installer certains nouveaux appareils alimentés au gaz, une alternative électrique étant disponible. En implantant ce nouveau règlement, la Ville souhaite sensibiliser sa population aux impacts de l'utilisation du gaz naturel comme source d'énergie sur la santé et l'environnement. Afin de répondre à certaines préoccupations des citoyens émises lors de consultations menées plus tôt cette année, les installations existantes en date du 31 décembre 2023 bénéficieront d'un droit acquis et pourront être maintenues et réparées sans aucune restriction. L'usage des appareils de chauffage au bois demeure pour sa part permis, sauf lors des périodes d'avertissement de smog. Toutefois, si une panne électrique devait survenir lors d'une telle période, l'usage d'appareils de chauffage au bois serait alors permis. Notons aussi que les cuisinières au gaz et les barbecues ne sont pas visées par cette nouvelle réglementation. Pour tout savoir sur le règlement, visitez la page web ville.prévost.qc.ca/maville/environnement/décarbonation. Cette nouvelle mesure s'inscrit dans le cadre du virage vert, démarche comprenant 150 actions visant à une réduction des impacts environnementaux sur son territoire.
Parmi les plus récentes initiatives dans ce domaine, mentionnant le programme Éco-choix, implanté depuis 2022, dont l'élément phare est le premier règlement québécois en éco-fiscalité ciblant les matières résiduelles et les choix de consommation. Celui-ci implique l'ajout d'une redevance de quelques sous sur différents produits à usage unique, ainsi que l'interdiction de vente, fourniture d'articles à usage unique et l'obligation de vente, fourniture de produits en vrac en magasin. À l'instar de plusieurs villes au Québec, Prévost interdira à compter de cet hiver, soit pour la période du 1er novembre au 23 décembre et du 3 janvier au 1er avril, le fait de se stationner en tout temps dans la rue et sur tous les chemins publics, sauf avis contraire. Cette mesure vise à améliorer la qualité du déneigement sur le territoire. Les véhicules stationnés dans la rue nuisent au déroulement des opérations, rendant le passage des équipements difficile et en augmentant la durée. Malgré l'interdiction, la Ville peut décréter une période de tolérance du stationnement sur la voie publique lorsque les conditions météorologiques sont clémentes et qu'aucune opération de déneigement n'est prévue. Dès le 31 octobre, rendez-vous à l'adresse ville.prévost.qc.ca/stationnement hivernal pour savoir en temps réel si une période de tolérance a été décrétée. En haut à droite de votre écran se trouvera un pictogramme sous forme de voiture. S'il est vert, vous pouvez vous stationner dans la rue. S'il est rouge, c'est interdit. Il est de votre responsabilité de vérifier quotidiennement après 17 heures sur le site Internet de la Ville si une période de tolérance a été décrétée avant de stationner votre véhicule sur la voie publique. Si votre rue vient d'être déneigée, cela ne signifie pas que vous pouvez vous stationner dans la rue, car les équipes peuvent devoir repasser plus d'une fois. Vous devez attendre le retour au vert du pictogramme. La Ville de Prévost a entrepris des travaux de conversion de son réseau d'éclairage public au DEL, une transition qui permettra d'économiser annuellement en énergie et en entretien. Le projet vise à convertir le réseau d'éclairage public vieillissant et à le moderniser en transitant vers la technologie DEL. L'objectif principal est de mettre en place un réseau d'éclairage public efficace, sécuritaire et respectueux de l'environnement. La conversion permettra une économie d'énergie, mais également une réduction des frais d'électricité et d'entretien. La technologie DEL est reconnue pour son fort potentiel éco-énergétique et pour sa longévité, qui est 5 fois supérieure à celle d'une ampoule standard. D'ailleurs, les luminaires DEL nécessitent moins d'entretien grâce à leur longue durée de vie. Les 18 et 19 novembre, de 10h à 17h, à l'école Val-des-Monts, la Ville de Prévost est fière et heureuse de présenter un événement réinventé pour les fêtes de fin d'année, le marché de Noël Prévost, qui remplacera dorénavant le Salon des artistes et artisans de Prévost. Le public du salon retrouvera tout le charme de celui-ci dans le marché de Noël, en plus d'y trouver un volet plus familial et rassembleur. Le théâtre Gilles Vigneault et la Ville de Prévost invitent vos enfants de 6 ans et plus à explorer leur créativité avec l'atelier Contes déroutés offert par Yoganimation. À la suite de l'exploration de contes classiques et de leur version revisitée, les enfants seront invités à écrire leur propre version d'un conte classique. Une expérience littéraire stimulante pour développer l'imagination, le bonheur de lire et l'écriture. Toutes les familles présentes à l'atelier recevront des billets pour le spectacle Alice de l'autre côté au théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme le dimanche 10 décembre à 15h. Les places sont limitées et la demande est grande pour cette activité. Les inscriptions se font à compter du 2 novembre à 11h. Les détails sont à ville.prévost.qc.ca/événements. La Ville de Prévost rappelle à ses résidents que la fête d'Halloween est synonyme de décoration et d'originalité. Ces décorations sont plus que souvent faites de matières hautement combustibles, comme de la paille ou des plastiques minces. Pour ces raisons, il est important de respecter certaines mesures de sécurité. Pour la citrouille d'Halloween, privilégiez une bougie à pile plutôt qu'une bougie traditionnelle. Évitez les bougies d'Halloween à mèches multiples produisant parfois d'importantes flammes susceptibles de causer un incendie. Pour l'éclairage de la maison, assurez-vous de la conformité de vos équipements électriques pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution. Si vous utilisez de la paille, évitez qu'elle soit en contact avec de la chaleur, étincelle ou une flamme nue. La Ville de Prévost tient aussi à rappeler à ses résidents quelques trucs et astuces pour une fête d'Halloween éco-responsable.
Voici donc quelques conseils afin de minimiser votre impact environnemental avant, pendant et après la collecte de bonbons avec vos enfants. En cette fête d'Halloween, prenez plaisir à poser des gestes éco-responsables. Donnez une seconde vie à vos costumes et décorations. Plusieurs sites de petites annonces vous permettent d'acheter ou de vendre des déguisements et des décorations de seconde main. Vous pouvez aussi visiter une friperie ou un magasin de location de costumes. Privilégiez les articles réutilisables et choisissez les produits éco-responsables. Priorisez l'achat de citrouilles biologiques et locales qui n'ont pas parcouru des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à vous. Il s'agit d'un bon moyen d'encourager l'économie locale et de sensibiliser les enfants sur l'importance de consommer de manière responsable. Compostez-les après les avoir utilisés pour votre décor ou mieux encore, utilisez-les en soupe ou en potage pour prévenir le gaspillage alimentaire. Évitez le suremballage et optez pour l'achat en vrac ou de plus gros formats afin de diminuer les déchets. Pas besoin d'emballer les confiseries préemballées dans les nouveaux sacs individuels. En réduisant les emballages, vous diminuez votre impact environnemental et réduisez votre facture. Sortez votre paire de chaussures la plus confortable et suivez le rythme des enfants. En privilégiant la marche, vous respirez le bon air frais et évitez la production de CO2 causée par les déplacements en voiture. Pour la collecte, priorisez des sacs réutilisables ou une bonne vieille tête d'oreiller afin de limiter l'utilisation de sacs à usage unique. Revenez-nous après la pause. La municipalité de Valmorin a pris acte du nouveau rôle triennal d'évaluation foncière déposé par la MRC des Laurentides. En vigueur à compter du 1er janvier 2024, cette mise à jour reflète une augmentation significative de 71 % de l'évaluation totale des propriétés sur le territoire de Valmorin à la date de référence du 1er juillet 2022. Les valeurs imposables du rôle d'évaluation foncière passeront ainsi de 507 millions de dollars à 868 millions de dollars, soit une augmentation de 361 millions de dollars. Ce nouveau rôle démontre également une augmentation impressionnante de la valeur des terrains, avec une hausse moyenne d'environ 140 %. Les propriétaires peuvent dès maintenant consulter la valeur de leur propriété au nouveau rôle en visitant le site web de la municipalité. À l'occasion du dépôt de ce nouveau rôle triennal, le service des finances de la municipalité de Valmorin tient à rappeler aux contribuables que bien que la taxation municipale soit calculée en fonction de la valeur et de l'usage de chaque propriété sur le territoire, l'augmentation générale de la valeur foncière qui survient lors de la publication du rôle n'entraîne pas automatiquement une augmentation des taxes pour tous les propriétaires. Ainsi, les propriétés dont la hausse de valeur se situe autour de la moyenne de 70 % ne devraient pas subir d'impact significatif en raison du nouveau rôle d'évaluation. Cependant, les propriétaires dans cette situation doivent être conscients qu'une augmentation annuelle des taxes liée au budget 2024 adopté par la municipalité est tout de même à prévoir. Les propriétés dont la valeur a augmenté de manière plus significative que la moyenne pourraient cependant subir une augmentation des taxes supérieure à celle des autres propriétés sur le territoire de Valmorin. Le conseil municipal, en collaboration avec l'équipe de direction, tiendra compte de cette mise à jour du rôle d'évaluation pour apporter les ajustements requis afin de compenser la hausse globale des valeurs. En ce qui concerne les taux de taxes pour l'année 2024, ils seront présentés lors de la séance extraordinaire d'adoption du budget prévue le 19 décembre prochain à 19 h. Les personnes qui souhaitent mieux comprendre leur évaluation sont invitées à consulter la section du site Internet de la MRC des Laurentides portant sur le rôle d'évaluation. Elles y trouveront les informations pour mieux comprendre le processus d'établissement des valeurs du nouveau rôle et pour faire une demande de révision de leur évaluation foncière avant le 30 avril 2024 via le formulaire prévu à cette fin. Il est également possible de communiquer directement avec le service de l'évaluation de la MRC Laurentides pour valider sa nouvelle évaluation avant de présenter une demande de révision. Les propriétaires sont invités à se renseigner adéquatement avant de transmettre une demande, puisque des frais non remboursables sont exigés lors du dépôt de celle-ci. La demande de révision doit être signée et complète avant d'être déposée en main propre directement à la municipalité ou transmise par courriel recommandé en incluant le paiement complet des frais. La municipalité de Val-David profitera d'un investissement de 45 400 $ de la part du gouvernement du Québec qui permettra à la bibliothèque municipale d'enrichir ses collections de livres.
Cet investissement offrira ainsi à la communauté un trésor de connaissances encore plus grand. C'est un investissement total de plus de 41 millions de dollars pour bonifier les collections de livres des bibliothèques publiques qui a été annoncé pour soutenir la culture, la lecture et le développement des communautés. Dans la circonscription de Bertrand, cette annonce bénéficie à 5 bibliothèques publiques autonomes. La bibliothèque municipale Alice Quintal de la municipalité de Rawdon, la bibliothèque de la municipalité de Chertsey, la bibliothèque Claude-Henri Grillon de la ville de Sainte-Adèle, la bibliothèque Gaston Miron de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts et la bibliothèque de la municipalité du village de Val-David pour une somme de 45 400 $. À Sainte-Adèle, à la suite des travaux réalisés dans le secteur et tels que recommandés par une étude de circulation pour la sécurisation de l'école primaire Chant-au-Vent, un nouveau débarcadère permanent a été aménagé devant l'école Chant-au-Vent. Le sens de la circulation de certaines rues a également été revu afin de rendre les déplacements plus fluides et plus sécuritaires pour les écoliers et les véhicules. Notez que ce changement a pris effet le 25 octobre dernier. À Sainte-Adèle, le chalet de la plage Jean-Guy Caron, vieux de plus de 60 ans, sera démoli pour faire place à un nouveau bâtiment plus grand répondant aux besoins actuels de la ville et de la population. Le nouveau chalet comprendra des installations sanitaires complètes, 2 abris en cas d'intempéries et un espace d'entreposage sécuritaire pour les équipements de la plage. Les travaux ont débuté le 28 septembre dernier, se poursuivront tout au long de l'année et devraient être complétés en juin 2024 afin de procéder à l'inauguration du nouveau chalet de la plage Jean-Guy Caron au début de la saison estivale. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Cardin et compagnie. Ce chantier comporte les travaux suivants: la démolition du chalet actuel, la construction d'un nouveau bâtiment moderne et adapté aux besoins des usagers. Le nouveau bâtiment offrira une superficie totale de 108 mètres carrés, incluant un espace d'entreposage de 30 mètres carrés pour y loger les équipements de la plage de façon sécuritaire, un espace de travail pour les employés de la plage, des installations sanitaires adaptées sur les 2 niveaux, 2 abris en cas d'intempéries, un grand balcon et une grande fenestration pour admirer la plage et le lac. Toutes les installations seront également accessibles pendant l'hiver. Les 2 stationnements de la plage seront fermés pendant la durée des travaux, mais la circulation automobile ne sera pas affectée, outre les camions qui devront circuler localement. Il s'agit d'un investissement de 1,7 million de dollars, comprenant une subvention potentielle d'environ 690 000 de l'Agence de développement économique du Canada, octroyée dans le cadre du programme de Fonds canadien des communautés. Des modifications ont été apportées à la portion sud de la rue Valiquette, entre la rue Bellec et le boulevard de Sainte-Adèle, afin de procéder à des changements importants. La rue Valiquette devient sens unique vers le sud entre Bellec et le boulevard de Sainte-Adèle. Il y a ajout d'une piste cyclable bidirectionnelle. Il y a ajout de saillies de trottoir pour sécuriser les intersections. Il y a ajout de cases de stationnement. Il y a ajout d'un trottoir entre Maurice-Aveline et le boulevard de Sainte-Adèle. Ces modifications répondent à certaines demandes formulées par les citoyens, à savoir atténuer la circulation sur la rue Valiquette, souvent utilisée comme raccourci vers le centre-ville ou vers la bretelle d'accès à l'autoroute 15, ajouter une piste cyclable afin d'encourager les déplacements actifs de plus en plus populaires sur le territoire, notamment grâce aux vélos à assistance électrique. Cette piste, qui pourrait être bonifiée selon l'achalandage, se veut une première étape dans le cadre du plan de mobilité active souhaité par plusieurs citoyens. Le désir était également de ralentir la circulation sur cette rue, souvent qualifiée de piste de course. Les saillies trottoirs aménagés aux intersections incitent les conducteurs à ralentir et permettent aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons de mieux se voir et de traverser en toute sécurité. Il y avait également désir d'ajouter des cases de stationnement aux abords des commerces du secteur et à proximité des résidences. Notez par ailleurs que le stationnement ne sera permis que d'un côté de la rue pendant l'hiver afin de permettre aux déneigeurs de procéder au déneigement en toute sécurité. Il y avait également désir d'ajouter un trottoir entre Maurice-Aveline et le boulevard Sainte-Adèle pour favoriser les déplacements à pied et donner un meilleur accès piéton au centre-ville. Le comité jeunesse de la MRC d'Antoine Abel lance son nouvel appel de candidature pour réaliser les mandats des 12 sièges en élection. Cette année, les sièges en élection sont ceux des municipalités de Chute-Saint-Philippe,
Kiamika, Lac des Écorces, Mont-Laurier, Mont-Saint-Michel, Nomineng, Notre-Dame-de-Pontmain, Rivière-Rouge et Sainte-Anne-du-Lac. Cet appel de candidature est également l'occasion de combler les sièges actuellement vacants pour les municipalités de Fermeneuve, Lamacasa et Lac-Saint-Paul. Jusqu'au 20 novembre 2023, les candidats intéressés peuvent soumettre leur candidature en remplissant le formulaire d'inscription disponible sur le site web de la MRC. Les candidats seront ensuite invités à passer une courte entrevue avec le comité de travail sur les adhésions prévues au cours de la semaine du 27 novembre. Pour être admissibles, les candidats doivent être âgés entre 15 et 35 ans et habiter sur le territoire de la MRC. Rappelons que le comité jeunesse de la MRC est formé de 17 jeunes âgés entre 15 et 35 ans, issus de l'ensemble des villes et municipalités du territoire, et a pour mandat d'établir un plan d'action ciblant les priorités, de présenter un bilan des activités, en plus de mettre sur pied des projets et des événements pour et par les jeunes. Ainsi, le comité encourage l'engagement citoyen et permet aux jeunes de prendre part à la prise de décision sur les territoires. Ce projet est rendu possible grâce aux sommes allouées par les élus de la MRC d'Antoine Labelle. Le 11 octobre dernier avait lieu le lancement du documentaire La grande histoire du Petit Train du Nord, réalisé par Jean-Nicolas Orron au cinéma Laurier. Pour la toute première fois, le documentaire a été présenté sur le grand écran devant près de 400 personnes qui se sont déplacées à travers les Laurentides pour venir assister aux 2 événements de lancement. En plus de montrer le résultat de ce grand projet, ce lancement fut également l'occasion de remercier les participants et les partenaires, en plus de reconnaître l'importance de l'infrastructure pour le développement des Laurentides à travers le temps. Les projections ont ensuite transporté les spectateurs à travers la légendaire histoire par les témoignages des gens des Laurentides qui ont connu le Petit Train du Nord d'hier à aujourd'hui. Dans un premier temps, ce sont plusieurs élus de différentes municipalités des Laurentides, les partenaires du projet et les participants du documentaire qui sont venus fouler le tapis rouge. Puis ce fut au tour de la population de se rendre à l'événement de lancement extérieur et au visionnement du documentaire. Il s'agissait d'un réel privilège de pouvoir contempler ce documentaire puisque l'histoire du Petit Train du Nord est l'histoire de la région. Les partenaires et les participants remercient les organisateurs d'avoir contribué et d'avoir fait un documentaire sur le développement des Laurentides, a mentionné M. Louis-Jean Pelletier, enseignant à l'École polyvalente Saint-Joseph et citoyen de la MRC d'Antoine Labelle. Pour voir ou pour revoir le documentaire La grande histoire du Petit Train du Nord, des projections gratuites sont au calendrier cet automne à travers les Laurentides. L'horaire est disponible sur le site web de la MRC d'Antoine Labelle. Le CI3S des Laurentides est fier d'annoncer la venue d'une nouvelle ressource à ses équipes, Louis, un bulldog français d'1 an. En effet, l'établissement fait preuve d'audace en ayant recours à l'intervention sociale assistée d'un animal au sein de 2 services en santé mentale. L'objectif est d'offrir du réconfort à ceux qui en ont besoin, de faciliter l'approche des intervenants auprès de la clientèle et même d'augmenter la motivation des usagers à s'investir dans leur thérapie. Louis et son accompagnatrice sont déjà présents sur le terrain et vont à la rencontre des usagers du C3S de Laurentides et appuient le programme Espoir, équipe de suivi de proximité offrant de l'intervention de réinsertion, et réinsertion qui assure une présence auprès des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être directement dans leur milieu de vie. Mme Rosemonde Landry, présidente directrice générale du C3S de Laurentides, se réjouit de cette nouvelle. Elle affirme que les équipes du C3S sont passionnées et qu'elles n'hésitent pas à sortir des sentiers battus pour aller à la rencontre de la population des Laurentides afin d'offrir les meilleurs soins et services possibles. Le CI3S des Laurentides est heureux d'accueillir Stan, un chien d'assistance en soutien émotionnel formé par la Fondation Mira. Beau Labernois noir âgé de 2 ans et demi, Stan est maintenant un membre en règle des équipes de la direction de la protection de la jeunesse. Son arrivée est le résultat de 5 années de travail menées de concert avec la Fondation Mira, spécifiquement formée pour accompagner les intervenants de la DPJ. Stan agira comme un catalyseur pour apaiser et soutenir les enfants et les adolescents dans les moments difficiles, comme les auditions au tribunal, les rencontres vidéo avec les policiers, les visites au bureau de la DPJ ou toute autre situation pouvant susciter de l'anxiété ou de l'appréhension. Au travail depuis quelques semaines déjà, Stan sera progressivement présent au sein de toutes les équipes de la DPJ. Son maître responsable, Martine Lasselle, agente de relations humaines à la DPJ, le dirigera dans son rôle d'accompagnateur. Revenez-nous après la pause.
La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que la députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, ont procédé à l'inauguration de la Maison des Aînés de Sainte-Agathe-des-Monts. Celle-ci a accueilli ses premiers résidents et résidentes le 17 octobre. Située au 6 rue d'Azé, cette nouvelle Maison des Aînés comporte 48 places pour les personnes aînées de la région. Regroupées en 4 unités de 12 lits chacune, les installations offrent des chambres individuelles avec toilettes et douches adaptées pour chaque personne hébergée. La Maison des Aînés de Sainte-Agathe-des-Monts a été conçue pour recréer davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents et résidentes un milieu de vie à dimension plus humaine. Ce nouveau type de milieu de vie, ouvert sur la communauté, favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des aménagements extérieurs et intérieurs mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Ces espaces ont par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidents et résidentes et à favoriser leur interaction. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides est fier d'avoir implanté une nouvelle approche effective depuis mars 2022 pour les personnes hospitalisées qui nécessitent des services de réadaptation et dont l'état de santé permet un retour à domicile. Cette nouvelle façon de faire offre une alternative à l'hospitalisation en permettant aux usagers de recevoir leurs services de réadaptation à la maison. Les usagers répondant aux critères d'admissibilité bénéficient en moyenne de 4 à 6 semaines de thérapie de réadaptation. L'objectif principal est de permettre aux patients d'atteindre un niveau d'autonomie suffisant dans leur déplacement pour qu'ils puissent ensuite poursuivre leur réadaptation, si nécessaire, en se rendant dans les centres de services prévus à cet effet. Cette pratique réduit les séjours hospitaliers tout en améliorant la qualité de vie des patients. Notamment, cela présente l'avantage de briser l'isolement social par la présence des proches qui peuvent être plus facilement impliqués à domicile. Mais avant tout, le retour à domicile favorise la reprise des habitudes de vie plus rapidement et ce, dans le confort du domicile de la personne. Le succès de cette nouvelle façon de procéder découle de la collaboration étroite entre les différentes équipes du C3S Laurentides et l'implication du réseau familial des usagers. Cette approche est en développement et en place dès maintenant dans les secteurs suivants: Lac-des-Deux-Montagnes, Thérèse de Blainville, Saint-Jérôme, Argenteuil, Pays-d'en-Haut, La Chute et le secteur sud de la MRC des Laurentides. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de convier les nouveaux résidents de Mont-Laurier à une activité de café-causerie le samedi 11 novembre de 9h à 11h à l'Hôtel de Ville. En présence des membres du conseil municipal, ils auront ainsi la chance de découvrir les services offerts à Mont-Laurier, en plus des activités proposées. Pour y participer, une réservation est requise en remplissant le formulaire disponible au villemontlaurier.qc.ca, section Nouveaux résidents, ou en composant le 819-623-1221 au poste 110. Dans le cadre de la planification stratégique 2023-2025, le développement d'outils d'accueil des nouveaux citoyens demeure l'une des actions à poursuivre et à bonifier au cours des prochaines années. À la suite de la publication du Guide du nouveau citoyen l'année dernière, le conseil municipal propose désormais un café-causerie afin de rencontrer les résidents et de mieux les informer quant aux services offerts sur le territoire. Rappelons que le Guide du nouveau citoyen est disponible à la bibliothèque de Mont-Laurier et en version numérique au villemontlaurier.qc.ca. La Ville de Mont-Laurier est très heureuse de dévoiler sa nouvelle campagne de sensibilisation qui présente des ambassadeurs locaux afin de mettre l'accent sur la mobilité active en milieu urbain. Dès ce mois-ci, des panneaux routiers ont été ajoutés au bord de la piste cyclable urbaine, démontrant qu'il est possible d'opter pour un moyen de transport économique et éco-responsable à Mont-Laurier dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour aller au travail, se rendre à l'école, faire des courses ou aller jouer au parc en famille, enfourcher son vélo est une solution qui permet de combiner mobilité et saines habitudes de vie. À la suite d'une première campagne déployée en mai dernier en collaboration avec la SAAQ axée sur la sécurité, la Ville de Mont-Laurier présente cette fois-ci une campagne inspirée par le quotidien des ambassadeurs locaux. La Ville de Mont-Laurier remercie chaleureusement les citoyens participant à cette démarche qui souligne le premier été d'implantation d'un réseau cyclable urbain à Mont-Laurier. De nouvelles phases du plan cyclable urbain sont également prévues au cours des prochaines années afin de desservir entre autres les quartiers résidentiels jusqu'aux infrastructures à proximité du centre-ville. La zone neutre a officiellement été inaugurée par la Ville de Mont-Laurier en partenariat avec la Sûreté du Québec. La zone neutre se situe au 601 rue de la Madone et est mise en fonction dès maintenant. Il s'agit d'une zone prédéterminée près du poste de police qui sera sous enregistrement vidéo en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7.
Un vendeur et un acheteur ayant conclu une transaction sur un site de vente en ligne peuvent s'y donner rendez-vous pour réaliser l'échange de façon plus sécuritaire ou encore des parents séparés peuvent s'y échanger la garde de leur enfant. Bien que l'endroit ne soit pas sous surveillance policière en tout temps, la présence de caméras permet néanmoins de revenir sur les événements survenus au besoin. Les enregistrements vidéo sont conservés sur une période de 3 mois. La zone est aménagée et bien identifiée par du marquage au sol ainsi que par une signalisation permanente. Ce projet, en partenariat avec la ville de Mont-Laurier, est inspiré d'une initiative pan-canadienne et vise à offrir aux citoyens de la ville un lieu sous surveillance afin de procéder à leur échange et ainsi prévenir les vols et les agressions. Le concept de la zone de rencontre neutre existe ailleurs au Canada depuis quelques années, en Colombie-Britannique ainsi qu'en Ontario. La Sûreté du Québec s'ajoute maintenant aux quelques corps de police ayant déployé l'initiative au Québec jusqu'à maintenant. C'est donc avec fierté que la Ville instaure ce nouveau service à la disposition de sa population et elle souhaite que les citoyens n'hésitent pas à l'utiliser afin de s'assurer que leurs échanges se déroulent le plus sécuritairement possible. Financé par le gouvernement du Canada par le Fonds de relance des services communautaires, Loisirs Laurentides est heureux d'annoncer l'obtention d'un financement de 77 504 $. Ce financement permet à Loisirs Laurentides de s'assurer des services d'une ressource dédiée au secteur bénévolat, de bâtir un plan d'action pour le secteur bénévolat à l'intérieur duquel vous retrouverez l'automatisation du service de recrutement de bénévoles disponible auprès des membres, l'achat d'équipements informatiques et une activité de reconnaissance pour vos bénévoles sous la forme d'une demi-journée de formation. Le Fonds de relance des services communautaires est un investissement de 400 millions de dollars du gouvernement du Canada pour aider les organismes communautaires, y compris les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les corps dirigeants autochtones à s'adapter ainsi qu'à moderniser leurs organismes. Le gouvernement du Canada fournit le Fonds de relance des services communautaires par l'intermédiaire de 3 financeurs nationaux, la Croix-Rouge canadienne, Fondation communautaire du Canada et United Way Centraide Canada. Loisirs Laurentides est heureux d'annoncer la nomination de M. Alexandre Savoie à titre de chef de mission de la délégation des Laurentides lors de la 58e finale provinciale des Jeux du Québec qui se déroulera du 1er au 9 mars 2024 à Sherbrooke. Alexandre Savoie a fait ses débuts aux Jeux du Québec à Shawinigan en 2012 comme entraîneur de basketball. Il a agi comme répondant régional pour ce même sport pendant quelques années. À Alma, en 2017, il a joint l'équipe de missionnaires de la délégation des Laurentides. Alexandre Savoie succède à Alexandra Gagnon-Tillard, qui fut chef de mission de la délégation lors des finales provinciales de Rivière-du-Loup en hiver 2023 et Rimouski en été 2023. La MRC des Pays d'en haut est heureuse d'annoncer que son appel à projet dans le cadre du Fonds Région et Ruralité Volet 2 est présentement en cours. Les promoteurs de projets structurants pour améliorer le milieu de vie ont jusqu'au 15 décembre prochain pour déposer leur projet. Rappelons que le Fonds Région et Ruralité Volet 2 vise à soutenir des projets structurants permettant d'améliorer les milieux de vie du territoire de la MRC des Pays d'en haut et le bien-être de ses communautés locales. Le montant maximal de cette aide financière non remboursable est de 35 000 $. Les organismes admissibles sont les municipalités locales de la MRC des Pays d'en haut, les organismes à but non lucratif incorporés ayant au moins 1 an d'existence, ainsi que les coopératives non financières, incluant les entreprises d'économie sociale et les concertations, ou encore les entreprises privées souhaitant mettre sur pied des services de proximité. Pour plus de détails, vous pouvez visiter le site web de la MRC des Pays d'en haut à la page consacrée au Fonds Région et Ruralité. Pour présenter un projet, vous êtes invité à contacter Zane Ebené, conseiller au développement des communautés au 450-229-6637 au poste 105 ou zebené@mrcpdh.org. C'est le 30 octobre dernier que la MRC des Pays d'en haut a tenu sa 8e séance ordinaire de l'année à l'Estérel. Parmi les points abordés, le siège social de la MRC ira de l'avant. 2 bilans semestriels de comité ont été présentés, des investissements majeurs dans les infrastructures écotouristiques sont considérés et l'énoncé de vision stratégique du schéma d'aménagement actuellement en révision sera soumis pour consultation dans les prochaines semaines. Le Conseil de la MRC a adopté le règlement d'emprunt autorisant les travaux de construction du futur siège social de la MRC des Pays d'en haut au 11 rue principale à Saint-Sauveur. La MRC
MRC se réjouit d'avoir obtenu une aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales du ministère des Affaires municipales à un taux d'aide de 64 %. Le comité de logement Pays d'en haut a remis son rapport de mi-année. Les maires souhaitent que l'autonomie des villes pour créer des logements soit reconnue et respectée, que la MRC poursuive ses représentations auprès des instances gouvernementales. Il faut savoir aussi que la MRC finalise sa première politique d'habitation. La MRC étudie la possibilité de mettre en place une structure permanente qui piloterait la création de logements abordables dans la MRC avec un mandat à long terme, au-delà des cycles politiques municipaux de 4 ans. Parmi les dossiers importants, le comité a fait un retour sur la consultation des élus municipaux sur le projet d'énoncé de vision stratégique qui s'est déroulé le 6 septembre dernier dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de développement. Le comité prépare maintenant la tournée de consultation de la population qui se déroulera dans les prochains mois. La réalisation du plan régional des milieux humides et hydriques a également mobilisé ce comité, qu'il a déposé au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs en vue de son approbation par ce dernier puisque son entrée en vigueur se fera au cours de l'année prochaine. Un autre dossier chaud sur lequel le comité planche, celui de l'adoption du plan d'intervention d'aide au changement climatique et de sa mise en œuvre. Plusieurs partenaires gouvernementaux, incluant les MRC de la région des Laurentides, chapeautés par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, travaillent à redéfinir la vision de Laurentides en emploi dans l'optique de promouvoir les opportunités professionnelles, le dynamisme des territoires et d'optimiser la productivité et l'innovation des entreprises dans la région des Laurentides. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.